Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Taxi FM 93.1. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce jour, ce mardi, le 6 mars 2018, c'est avec Fioklo Adangoulenou, le patron du journal Enquêteur, Acha Ibrahim du journal Temps Nouveau. On sera rejoint en studio par Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians. Et ce matin encore, nous reviendrons sur le dialogue inter-togolais avec les consultations qui se poursuivent à Accra. À partir de demain précisément, une délégation de la coalition de 14 partis est attendue aujourd'hui, cet après-midi à Accra, annonce le confrère Liberté. On reviendra sur le sujet. Nous aborderons également d'autres questions liées à l'actualité sociopolitique de notre pays. Bienvenue à tous. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Et d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté qui parle des consultations bilatérales avec Nana Akufo-Addo. Une délégation de la coalition des 14 attendue aujourd'hui à Accra. La coalition va reprendre les manifestations de rue. Nous, en studio, tout à l'heure, on viendra sur le sujet. Vous lirez l'article à la page 2. Nomination à la tête du JIABA et jeu flou de l'État togolais. Mohamed Assindo, mystérieusement remplacé, relève notre confrère Liberté ce matin. C'est à la page 4. Et puis, nouvelle crise à la SNPT. Les agents en débrayage contre la suppression d'une mesure appliquée depuis 1996. Et puis, le personnel de la société Boluda, Lomé en grève, les opérations de remorquage des navires suspendus jusqu'à nouvel ordre. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, le malheur d'être surveillant de prison au Togo. 13 surveillants victimes d'affectation punitive à Dapaon. C'est dans Liberté. Le billet hebdomadaire L'Alternative parle aussi du dialogue. Les acteurs à Accra cette semaine. La CELI, ces magistrats qui participent à la fraude électorale. Le confrère revient sur le sujet. C'est à lire à la page 4. Colloque UST, BEST à l'université de Lomé. Professeur Kosivi Ounake, la déception, écrit simplement le confrère L'Alternative. Et puis la question du foncier à Akato, une poudrière en attente d'explosion, écrit L'Alternative ce matin. Et la chronique politique du journal. Pourquoi l'armée ne demanderait-elle pas à Faure Gnassingbé de sortir de l'UEMOA et de la CEDEAO? L'interrogation que vous comprendrez en lisant l'article à la page 6. Et puis le Front citoyen Togo debout, qui est formel, Faure Gnassingbé a déjà accompli le nombre de mandats suffisants. Donc, vous lirez l'article dans le journal. C'est à la page 5. C'est l'Alternative, bien sûr. Il y a aussi l'Union pour la patrie, le billet hebdomadaire qui est aussi dans les kiosques ce matin, désigné par ses pairs pour conduire le processus d'implémentation du MUTA. Faure lance les consultations sur les transports aériens. Vous lirez l'article dans le journal avec la photo du président togolais, Faure Gnassingbé, en compagnie de son collègue rwandais, Paul Kagame, au lancement du MUTA, précisément. Pour améliorer ses services de distribution d'électricité, la CET table sur des réformes de l'ordre de 50 milliards de francs CFA. Et puis, une nouvelle initiative à l'occasion de la célébration du 8 mars, le projet Top Ladies va mettre en scène la femme pionnière du Togo. Un autre sujet également développé par le confrère, c'est par rapport donc aux offres d'obligation. Pour ces offres d'obligation, valeur lundi 5 mars, le Trésor public trébuche bien loin d'un 20 milliards. Les résultats annulés, comme ce qui se passe dans ces situations. Vous lirez l'article dans l'Union pour la patrie. Il y a l'hebdomadaire Actu Express, 27e dialogue inter-togolais. L'opposition n'acceptera aucun compromis qui permette à Faure Gnassingbé de briguer un nouveau mandat en 2020. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis Front citoyen Togo debout invite les Togolais à se prononcer sur la candidature de Faure Gnassingbé. Un autre sujet aussi donc lié
à l'économie et la possibilité de créer son entreprise à 29 250 francs CFA en moins de 24 heures au Togo. L'article est à découvrir dans le journal Actu Express. Notre confrère qui parle également d'Ecobank qui doit fermer au moins 7 de ses filiales africaines pour se concentrer sur le Nigeria. C'est dans le journal Actu Express. Il y a l'hebdomadaire Le Médium aussi, dossier Togo, faire la politique, un fonds de commerce et de réalisation de soi. Le journal qui choisit la photo de Jean-Pierre Fabre et celle de Maître Yarouvi Agboibo pour illustrer l'article, c'est à la page 3 ainsi qu'à la page 5. Économie et finances, hausse de 13,4% des ressources financières au troisième trimestre 2017. Et puis, festival Africano au Maroc, un grand rendez-vous de la musique africaine à Mohamed Dia. Vous lirez l'article donc dans le journal Le Confrère qui parle également de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Focus sur le guichet unique du commerce extérieur du Togo. C'est à découvrir dans le journal Le Médium. L'autre bi-hebdomadaire, l'éveil de la nation. L'éveil de la nation qui parle de l'attaque terroriste au Burkina Faso. En visite à Ouaga, Forgne Singbe lance un appel à plus de coopération entre États. Résolution de la crise sociopolitique togolaise en attendant la reprise des pourparlers, des propositions de sortie de crise fusent de partout. Impossible gouvernement de transition ou d'union. Note notre confrère à l'éveil de la nation. Le journal qui parle également du secteur de l'éducation vers une sortie de crise. Là aussi, un compromis trouvé par le groupe de travail. Les enseignants exhortés à entendre raison. Et puis, les processus électoraux de 2018 en bonne voie. Les 38 magistrats présidents des CELI connus bientôt. La révision des listes électorales. Vous lirez l'article dans le journal de Sam Djobo. L'Indépendant Express, le journal de Carlos Ketaou, qui parle donc du dialogue togolais. D'abord la chronique. À qui profite le dialogue des sourds? L'interrogation à lire dans le journal. Et puis la coalition à Accra ce matin annonce aussi notre confrère, le journal qui revient sur les élections et le référendum contre Vents et Marées. ZS Togo Sal U. RPT Unir s'approprie la machine à fraude, conclut notre confrère. Et l'invité du journal, c'est le professeur David Dossen. Une interview qui dévoile tout, et dit notre confrère. Le journal qui parle également de la question de l'économie avec Togo, pays non émergent, annonce le journal. Classement de l'émergence, Togo 27e en Afrique, 7e dans la sous-région. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis Nicolas Sonneau aussi qui analyse la situation du Togo. Il parle de prédation, de corruption et de délation, la gouvernance togolaise passée au vitriol de Nicolas Lawson. L'article est à découvrir dans le journal L'Indépendant Express. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Économie et Développement. Et Esprit African Fest, on pourra parler de African Fest Spirit, pour parler l'anglais, toute la ligne. Alors, comment développer l'Afrique en 3 points, selon Nana Akufo-Addo? C'est ce que vous lirez dans le journal Économie et Développement à la page 3. Relations économiques et commerciales entre le Togo et l'Inde, un nouvel ambassadeur, de nouvelles perspectives avec Exim Bank of India. L'article est à lire dans le journal. Tourisme, le Togo attendu au Salon international du tourisme du Berlin du 7 au 11 mars 2018. Vous lirez l'article donc dans le journal. Et puis, économie, à défaut de prendre le contrôle du groupe Ecobank, une banque russe propose la fermeture au moins 7 de ses filiales africaines. Vous lirez l'article dans le journal. Alors, le confrère qui parle également du forum économique CEDEAO à Turquie, un deal bénéfique à la CEDEAO à hauteur de 3 milliards de dollars américains. C'est dans le journal Économie et Développement. Alors, vous avez compris dans les kiosques ce mardi, outre le bimensuel Économie et Développement, vous avez l'hebdomadaire L'Indépendant Express, le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, l'hebdomadaire Le Médium, l'hebdomadaire Actu Express, le bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie, le bi-hebdomadaire L'Alternative et le quotidien Liberté. Taxi FM, la seule radio d'information continue.
Merci de nous faire confiance sur Radio Taxi FM Lomé avec mes confrères qui sont en studio. Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. Bonjour Acha. Bonjour Eric, bonjour aux passagers de notre taxi. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous être revenus en pleine forme ce matin. Bonjour Fiokouloua d'Anglenou. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour passagers de Taxi FM. Merci d'être là. Alors je voulais quand même qu'on place un mot sur la situation du foncier au Togo. Les problèmes ne sont jamais finis visiblement. Un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas un jour où on n'évoque pas ces genres de sujets. Si ce n'est pas l'affaire des chefs traditionnels, c'est le problème foncier. C'est que vous travaillez un petit peu avec les propriétaires de terrain, Fiokouloua d'Anglenou. Alors il y a une situation aujourd'hui au niveau de Akato. Peut-être qu'on va en parler avec Ambroise Kondo qui est dans le couloir. Alors, le confrère d'Alternative ce matin évoque ce cas-là à Akato. Il s'agit d'une poudrière qui est en attente d'explosion. Est-ce que un jour on finira par mettre fin à ces questions foncières, on va dire? Eric, le problème foncier au Togo aujourd'hui occupe 70 à 80% des problèmes sur toute l'étendue du territoire national. Et surtout, c'est très grave dans la préfecture du Golfe et dans la préfecture d'Agoué aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mauvaises personnes qui ont des accointances avec ceux de la justice. Je parle bien de la justice. Il y a des gens qui revendiquent des terrains qui sont vendus et qui sont occupés. 10, 15 ans plus tard, ils reviennent vers les habitants de ces maisons pour dire que le terrain qui leur a été vendu, que ce n'est pas celui-là qui devait vendre le terrain. C'est que ce n'est pas lui qui devait vendre le terrain. 1. 2. Quand ils vendent les terrains comme ça, ils ne donnent pas les papiers qu'il faut. Les chefs de quartier ou bien les chefs sont complices de ces genres d'événements. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a de cela 1 an, une cousine a acheté 2 terrains et 2 lots de terrain à Sagbado. Elle a vendu un lot et la dernière fois elle a vendu un demi sur le lot qui reste. Et on avait seulement une entrée. Et comme connaissant bien le chef innocent qui vient de décéder, paix à son âme, il m'a appelé pour me dire venez faire la clôture pour boucher le dernier lot, le demi qui vous reste. On a envoyé le maçon là-bas pour prendre les mesures et à notre grande surprise, il nous a téléphoné pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui est venu avec des briques qui sont débarqués d'un taxi pour faire cette clôture-là. Je me suis transporté chez le chef, on l'a convoqué, ça se passait un samedi, on l'a convoqué un lundi. Et il disait que celui qui est venu là-bas, il lui a vendu un terrain quelque part, on l'a renvoyé de là, c'est pourquoi il est venu occuper ici. Et le chef lui a demandé, mais pourquoi ça doit se passer comme ça? Il dit qu'aujourd'hui, il est devenu le nouveau mandataire. Que le mandat qu'on avait donné à l'autre là, il n'avait pas bien travaillé et c'est pourquoi c'est comme ça. On les a assignés. Ils sont partis voir le procureur et le mandataire a été retenu à la gendarmerie. L'ancien mandataire a été retenu à la gendarmerie pendant 5 heures de temps. Et c'est une substitut qui a demandé qu'on l'amène chez elle au tribunal. Et on a interrogé le petit. Or, le petit là, au moment où on vendait le terrain, avait 3 ans. Il avait 3 ans. Il avait 3 ans. Et en 2017, il dit que le terrain, ce n'est pas celui qui nous a vendu ça qui devait le vendre. Est-ce que c'est possible? Et maintenant, ils ont déposé leur conclusion au niveau du tribunal pour dire que ce n'est pas celui-là qui devait nous vendre le terrain qui nous a vendu. Donc on donne finalement raison au petit. Finalement, non, ils ont déposé leur conclusion, qui est à notre conseil de s'y opposer. Parce que tous les acteurs sont là, même le mandataire a témoigné en notre faveur. Ce qui veut dire que le problème foncier, ça est devenu une affaire qui dépasse même l'entendement. Des gens qui viennent de nulle part
sur la ligne Sagbado, Apedekwa et autres. Le terrain vide, c'est vendu, mais tu n'as pas les moyens pour clôturer. Quelqu'un se lève, vient et le vend. On le cherche, il rentre au Ghana. Ah. Quand ils vendent, quand ils commettent leur forfait comme ça, ils rentrent au Ghana, ils ne reviennent plus. Et quand tu as des agents là-bas, tu leur dis, bon, prends, s'il vient, tu m'avertis. Moi, on m'a appelé 2 fois pour un ami. Je suis allé, il a su que je suis arrivé, il est encore reparti. Et c'est les chefs de village qui signent le même terrain, qui signent pour le même terrain. Lui-même, il sait que ce terrain a été vendu. Et quelqu'un d'autre vient encore, il prend ce qu'il doit prendre et il signe. Il y a un autre cas qui est là, la dame a acheté 4 lots. Après de quoi, elle est partie aux États-Unis, ça fait 18 ans. Sa fille, elle a envoyé les documents à sa fille, on est parti là-bas, le terrain est clôturé. Sans blague. Sans blague, le terrain est clôturé. On a demandé ça pour qui, c'est pour une dame. Il y a un petit dans la maison à l'âge de 17 ans, ça fait de cela 2 ans. Donne-nous le nom de la dame, la propriétaire. Elle dit non. Il a dit non, jusqu'à ce jour. Je vais taquiner le chef d'appel de quoi là-bas. Il dit, il ne sait pas, il ne sait pas. Mais vous lui avez signé? Il dit oui. Et je dis, la signature ici, que vous avez là, c'est quoi? Il dit, ah, c'est une dame qui a vendu. Or, dans leur coutume, les dames ne vendent pas de terrain. Donc, comme elle a vendu, elle est rentrée au Ghana. Ça, on a donné le dossier à un avocat pour que cette affaire-là soit suivie de près. Ça veut dire que le problème foncier ne peut être réglé aujourd'hui que par l'autorité. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a même des magistrats, il y a même magistrats qui sont complices de ces genres de trucs. Et quand on fait le lotissement, par exemple, on leur donne des terrains, 2, 4, 5 lots. Le terrain, c'est pour Ambroise. Et au tribunal, on fait tout et tout, on donne le terrain à Tcha. Et quand on fait comme ça, à Tcha, pour les remercier, leur donne des lots de terrain. Et des gens même en profitent pour bien les vendre, pour s'acheter des maisons ou pour s'acheter d'autres terrains. Je suis ici en tant qu'Adam, journaliste, j'ai des preuves et j'ai des noms. Vous pouvez partager ces noms avec nous? Non, je ne peux pas les partager. Mais si quelqu'un se sent morveux qui vienne me voir, je vais lui dire et je vais lui montrer les lots et les maisons et même les propriétés terriens. D'accord. Acha Ibrahim, quel est votre volonté par rapport à ce problème foncier? C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet. Oui, mais malheureusement, chaque jour que Dieu fait, le problème ne vient que doubler. Oui, vous savez, nous sommes dans une situation où l'État ne fait pas suffisamment d'efforts pour régulariser ce secteur. Et vous savez, le ministre, c'est nous-mêmes qui est actuellement le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, ne se montre pas beaucoup entreprenant pour aller vers un code foncier qui puisse régler le problème. Bon. Peut-être que il y avait eu quand même des ateliers, des colloques. Tout à fait. C'était juste pour baratiner les gens. Ils ne sont pas allés à proprement parler dans le fond du sujet. Parce que si on devait vraiment avoir un code du foncier, je pense qu'il y a longtemps qu'on devait avoir ce code du foncier et que les dispositions devaient être prises pour qu'on en finisse avec les problèmes de double vente, de terrain appartenant à 3 personnes ou bien à 4 personnes. Vous comprenez que nous sommes dans une situation où vraiment le problème du foncier occupe près de 90% des dossiers pendant devant les tribunaux au Togo. Et quand vous y aventurez, vous remarquez que cela a des ramifications énormes. Et parfois même des gens que vous n'avez jamais soupçonnés œuvrer dans le domaine du foncier, vous les retrouvez, vous trouvez leur nom, vous trouvez même... On parle des magistrats. Ah oui, des magistrats, surtout vous savez que ça tourne autour des géomètres, c'est eux qui font les tours de passe-passe sur les terrains et autres là, mais ils ont des gens qui les protègent, et le plus souvent c'est des hauts gradés, c'est des magistrats, c'est des ministres, des politiques et autres là, et ça fait que le dossier devient même très lourd. Et pour une affaire qui devait être réglée au tribunal, vous allez voir que on vous trimballe d'officine en officine, et peut-être même arrivé à un moment même vous êtes découragé parce que ceux qui ont des intérêts
liés à ce dossier, c'est des gens, puissants qu'on ne peut même pas affronter, des gens puissants, des intouchables, vous comprenez. Et donc ces situations, moi je pense que pour régler cela, il faudrait véritablement aller vers le code du foncier. Mais si vous avez un terrain, pour ne pas avoir de problème, vous le vendez à un officier. Et vous êtes sûr qu'on ne vous... Ou carrément, si je m'appelle, vous savez, je m'appelle Acha Ibrahim, donc je mets colonel Acha Ibrahim sur les bords comment l'appelle-t-on là, les poteaux là, les bornes, je mets colonel ou bien capitaine Acha, et vous voyez que le tour est joué. Quand les gens viennent, ils voient c'est à qui le terrain. Capitaine, il dit je ne veux pas les problèmes avec les soldats, et votre terrain est protégé comme ça. Vous comprenez, c'est des astuces que les gens utilisent sur le terrain pour pouvoir sécuriser leur parcelle. Donc ceci aussi s'explique en partie par disons les superficies ou bien la terre qui a pris de la valeur. C'est devenu vraiment ça a acquis une valeur marchande qui fait que tout le monde veut aller là-bas, et surtout que l'investissement à long terme c'est dans l'immobilier, et les gens ont vite compris que bon, si on arrive quand même à vendre des parcelles de terre, ou bien si entre temps on avait vendu un terrain à 2500 et qu'aujourd'hui la situation géographique même de ce terrain fait que cela lui accorde une valeur marchande assez alléchante, donc les gens n'hésitent pas à faire des tours de passe-passe pour pouvoir s'accaparer le terrain et vouloir faire assez de bénéfices là-dessus. L'autre aspect aussi, c'est que il y a trop d'acquisition de terrain sans exploitation. Ça aussi c'est un autre problème. Beaucoup de terrains vides qu'on n'exploite pas, et du coup ça crée souvent des forêts au milieu des villes. Et si je prends le cas de Tchévier maintenant, on m'a dit, certains comment les appelle-t-on là, démarcheurs m'ont fait cas de certaines personnalités qui ont pris près de 30 à 40 hectares comme ça de portions qui n'exploitent pas, c'est resté là-bas, il n'y a rien, aucune exploitation, on ne cultive même pas là-dessus, et vous n'avez pas droit aussi d'aller cultiver aussi sur ces terrains, c'est des terrains assez riches et autres là, très fertiles. Et donc quand vous vous aventurez, ou bien par négociation, ou bien par une certaine alchimie, vous arrivez à exploiter un domaine là-bas, et que le propriétaire, vous savez que le plus souvent c'est des gens qui n'ont pas du temps même pour aller vérifier, ils achètent le terrain, c'est sur papier, ils ne sont jamais allés sur le terrain, et que si quelqu'un par une certaine alchimie arrive à exploiter une portion là-bas, au fil du temps, quand ça dure, mais il se l'attribue et c'est fini, et un matin il vend et il plie bagage, et finalement on se rend compte que ce terrain ne lui appartenait pas, mais c'était acquis depuis, mais comme la personne ne se déplaçait pas sur le site, ça fait que bon, celui qui l'a occupé momentanément, bonjour les problèmes. Donc il faudrait aller vite vers le code du foncier, régler, amener vraiment l'État à voir comment l'appelle-t-on là, à essayer de voir comment régler tous ces problèmes qui se posent dans ce secteur, et surtout discipliner les avocats et les magistrats, parce que si la justice fait du faux dans ces dossiers du foncier, il va de soi que nous traînons toujours des séquelles, parce que de faux en faux, la justice ne protège plus la veuve et l'orphelin. Oui. Non, mais vous voyez des huissiers qui vont sur des terrains pour dire que c'est pour aller dégager les occupants et autres. Un terrain que quelqu'un a acheté depuis plus de 20 ans. Un beau matin, on arrive, on dit que non, on est venu pour les dégager. Vous voyez tout un contingent de soldats avec des matraques et autres là, et pour aller dégager vraiment des gens qui occupent, des pauvres familles qui occupaient ce terrain depuis fort longtemps. Et ça là, c'est comme s'il y avait une complicité au niveau de la justice, parce qu'il faut le savoir, les huissiers demandent souvent l'appui des forces de sécurité, et sur la base d'un document de justice du président du tribunal. Du président du tribunal. Voilà, c'est comme ça les choses se passent. Je pense que si l'État essaie de voir ce problème et de travailler véritablement pour que la sérénité revienne dans ce secteur, ça serait vraiment un gage de stabilité et surtout de sérénité, de cohésion sociale. Ambroise Pondio, bonjour. Oui, Eric, bonjour tout le monde. Je sais que vous vivez toujours dans la zone de Sagbado à Kato Segbe. C'est réel ce problème de foncier de ce côté-là? Oui, c'est plus que réel. Il y a des problèmes qui couvrent là-bas dans la zone, comme d'ailleurs on le sent aussi
certains le vivent ailleurs. Vous savez, cette histoire de foncier, on ne finira jamais d'en parler. C'est malheureux que les honnêtes citoyens achètent avec des économies, des dizaines d'années d'économies, des terres, construisent là-dessus, et que demain on vous dise que un monsieur sort de nulle part, dit que la terre appartient à mon grand-père, ou on a eu à faire un partage, ça n'est pas. Moi je veux ma part. Et on saisit un huissier, un juge, qui vient d'écrire. Il y a aussi des huissiers corrompus. Il y en a certains qui sont terriblement corrompus, même y compris les notaires. J'avais écrit sur une notaire, je parle d'une notaire. Et je l'ai appelée. Donc, c'est dire que ce qui est regrettable, moi je me dis que si, par exemple, une communauté qui ne s'entend pas sur un problème de terre, mais qui ne l'ont jamais révélé depuis des années, et que des citoyens, honnêtes citoyens qui ne sont pas du milieu viennent acheter, je me demande pourquoi ceux-là même qui se disputent les terres ne s'entendent pas devant un juge pour concéder ce qui est déjà vendu, c'est-à-dire que constater que cette parcelle est déjà vendue. Donc ceux-là qui ont déjà bouffé l'argent dans la même communauté n'ont qu'à s'entendre et aller trouver l'argent ailleurs. Mais il n'appartient pas, puis surtout que si la terre appartient à la même communauté, c'est le grand frère, c'est le petit frère qui a vendu, ça ne concerne pas. Je ne sais pas. Oui, parce que je crois qu'il doit y avoir une jurisprudence qui doit taper fort sur ce plan-là, parce que là, je crois que le juge administratif c'est lui qui crée. Il ne crée pas le droit forcément, mais il doit créer quelque chose en matière de droit. En même temps, pour régler ce problème, j'ai de l'argent, je vais acheter un terrain. Est-ce que ce ne serait pas mieux que j'aille vérifier au niveau des services compétents si ce terrain est déjà occupé par quelqu'un, si c'est déjà vendu? Si c'est vendu, on n'y touche pas. Il ne faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas au Burkina. Au Burkina Faso... Ah oui? Oui. La terre appartient à l'État. Oui, tout est déjà morcelé. Le lot même... Ça appartient aux collectivités, oui, leur lot est comme notre demi-lot ici. Eux, ils ne vendent pas des demi-lots là-bas. Tout est en lot. Et le lot, c'est la dimension demi-lot que nous avons ici. Vous achetez 2 lots ou 3 lots, tout dépend de ce que c'est. C'est déjà immatriculé avant que vous l'achetiez. Le problème qu'on a, le Cameroun en a ce problème. Et je crois aussi une partie du Bénin aussi en a ce problème. Parce que nous, chez nous au Togo, faut-il le rappeler, la terre appartient aux collectivités. C'est-à-dire au premier arrivant. Et c'est une loi allemande, un décret allemand l'a confirmé depuis le temps colonial. Oui. Ce qui fait que l'État prend quand même une part de cette terre-là, les 50%. Nous appelons les réserves. Oui, les réserves administratives. Les voies, même pas, il y a les réserves, les voies, c'est-à-dire que... Oui, les tracés. Oui, les tracés, tout ça là, c'est pour l'État. Et c'est obligatoire. Donc c'est en cela je dis, quoi qu'on en dise, la terre n'appartient pas totalement aux collectivités. Parce que l'État en prend 50%, c'est clair. Maintenant, ici, moi j'ai participé à l'atelier sur le foncier. Oui. Ça a été un grand débat sur le sujet. Et je vous dis que si ce code-là sortait, j'ai le draft du code et j'ai l'avant-projet. Il semble même que j'ai même le projet du code. C'est grand. Si ce projet-là arrivait à être appliqué, je vous assure que le problème foncier sera à 80% réglé. Oui, parce que j'ai parcouru un peu la grande partie du test. Je ne sais pas si c'est pour cela que certains veulent vider certains contentieux à leur profit avant d'aller voter. Je suis sérieux. Parce que quand j'ai lu, il y a des... Vous achetez par exemple une terre. Dans 2 ans, il y a un problème il est reconnu que vous avez acheté ça de bonne foi. Et que c'est ceux-là qui vous ont vendu qui sont... Il y a des mécanismes qui permettent de vous laisser votre maison. Sauf que vous aurez à payer au prorata du temps que vous avez passé sur le terrain. C'est-à-dire, il y a des techniciens ont tellement travaillé qui ont soumis à un atelier il y a des choses... qu'il a validé. Oui. Moi, j'ai dit ça, ce code-là. À moins que le gouvernement enlève des choses dedans. Parce que je ne vous apprends rien. Quand on fait un atelier de validation, de validation d'un document qui peut devenir une loi demain, je donne le cas du Code des personnes de la famille, qui n'a pas prévu, les tenants, selon les informations que moi j'ai eues, les tenants n'ont pas prévu la polygamie dans le code. Dans le document. Mais ça, je n'encourage pas la polygamie, mais ça fait partie de notre culture. Je suis désolé pour ceux-là qui peuvent m'envoyer des roues, des rages, tout ça, je m'en fous. Mais je me dis que la polygamie fait partie de notre tradition et de notre coutume.
Et le gouvernement a bien fait de réintégrer cette notion-là. Il n'y a pas la bigamie en France. Vous le faites, c'est pénal. Ça dit que vous êtes puni. C'est pratiquement une infraction. Mais ici, selon ce que j'ai appris, c'est le gouvernement qui l'a intégré. C'est dans le même sillage. Ce que j'ai lu dans le code là, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu au moins 60%. Je vous dis que c'est très intéressant. On ne va pas, les gens ne vont pas plus se lever maintenant pour aller casser des maisons parce que quoi. Sauf que la maison se trouve sur un domaine public. Oui. Et que les procédures conduisent à ce qu'on vous exproprie. C'est-à-dire que on vous dégage là-bas. On vous donne un autre endroit. Mais si la terre appartient au privé qui a été vendu, heureusement qu'il y a des ordres de juridiction. Il y a des instances. Première, deuxième et troisième ordre de juridiction. C'est-à-dire cour de tribunal, cour d'appel, cour suprême, pour vider le dossier. On vide maintenant si, peut-être toi qui es sur le terrain, c'est toi qui n'as pas raison, à moins que le terrain ait été volé. Si tu es volé, prouvé, on te dégage et comment vous l'appelez? Oui, on dégagissement et démolition en même temps. Maintenant, si le terrain, c'est prouvé que tu as acheté de bonne foi et que c'est peut-être par erreur, tout ça là, on te dit peut-être de payer quelque chose. De payer. Voilà, au vrai propriétaire, quelque chose comme ça. Donc j'ai lu des choses comme ça qui est intéressant. Donc c'est pourquoi je dis que les gens n'ont qu'à prier à ce que le code là soit validé. Et moi j'en interpelle le ministre de l'urbanisme. Pourquoi je l'interpelle? Vous ne pouvez pas, d'abord les deux postes, les deux fonctions même se chevauchent quelque part. L'urbanisme et l'habitat? Non. Le ministre, lui, il est un avocat. Bon, ouais, le problème. Oui, le problème, je vais vous le situer. Et il est en même temps ministre de l'urbanisme. Il y a un problème que nous, on a eu à soulever dans The Guardian. L'alternative en a soulevé. Je crois que Liberté aussi est revenu sur ça. Sur le cas du terrain, je n'ai pas le primaire, du collège et du lycée de CB. Oui. C'est une donation faite par les propriétaires terriens. J'ai même vu le document de donation. Et que le ministre, c'est nous serait avocat d'un client qui aurait acheté des lots dans la parcelle. Oui. Et le monsieur, en tant que ministre de l'urbanisme, donc un commis de l'État, oui, est allé... Il a un intérêt. Oui, il a un intérêt. Dans l'affaire. En tant qu'avocat d'un privé qui aurait acheté sur un domaine, je dis, public. Conflit d'intérêt. Oui. D'ailleurs, il y a un conflit d'intérêt entre les deux responsabilités. Je ne sais pas si le président de la République sait qu'il était... Un avocat peut être ministre. Oui, bien Sauf sûr. qu'il ne peut pas être ministre dans ce domaine-là. Parce que je vous dis qu'il y a... Et je me dis, je n'ai rien contre le ministre. Hein. C'est vrai que lui et moi, on s'est cogné plusieurs fois sur plusieurs dossiers. Le cas des cabanes de réfugiés qu'on a construit au lycée technique. Si. Tout ça là, on s'est cogné plusieurs fois. Mais il faudrait qu'on s'entende sur le minimum. C'est pas cabane de réfugiés. Hein. Oui. C'est vrai que ces derniers temps, ils essaient de l'améliorer. Moi, nous, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'avoir agi dans l'emprise d'un lycée technique qui pouvait constituer demain un cadre de construction des brainstorms ou des lycées scientifiques, comme on en a fait au lycée technique. Actuellement, les enfants cherchent, pour ne pas sortir du sujet, les enfants cherchent des classes, certains volontaires le soir, parce qu'il n'y a pas de place de lieu disponible. où construire des bâtiments. Maintenant, vous construisez des logements. Donc, pour revenir au foncier, je crois qu'au niveau d'Akato, il y avait un autre dossier qui concernait 92 hectares. On avait aussi écrit là-dessus. On en a parlé aussi. Et dans ce dossier, c'est qu'un monsieur qui s'est levé un beau matin, de nulle part, comme les 92 hectares appartenaient à temps. Alors qu'il y a le chef de ce village même est là, avec le sceau allemand qui le conférait le chef du village de ce canton de Viépé. C'est juste un exemple. Et après enquête, c'est révélé que les commis du chef canton qui est décédé la dernière fois, son nom, ont pris 30 millions pour donner le droit de signer un droit de propriété à ce monsieur. Et ça s'est révélé. Ce qui fait que il y a une corruption qui est passée par là. Depuis là, le dossier là, il y a un autre qui est contigu à moi. On est venu casser des maisons là-bas. Oui. En toute honnêteté, j'aurais juste appris que c'est les frères. On a eu à distribuer des trucs, ça fait plus de 20 ans, 25 ans. Et certains sont venus prendre parce que c'est leur petit frère ou comment vous l'appelez, certains de la famille à qui on avait déjà donné le lot sont encore restés sur le don. On est venu casser des choses. C'était pas beau à voir. Ce qui fait qu'il y a quand vous rentrez dans la nuit, vous constatez qu'il y a une désolation dans cette partie-là. Je me dis pourquoi eux-mêmes ils ne s'entendent pas. Et que c'est des gens honnêtes qui ne sont même pas de leur milieu, de leur coutume, qui sont venus acheter honnêtement, et que même ils ne s'entendent pas pour aller prendre l'argent chez qui ils ont affaire. C'est ça. Moi, j'aurais aimé que la jurisprudence, qu'il y ait une règle, une loi là-bas qui interdise à ce que l'on touche
à quelqu'un qui a acheté honnêtement, qui a dépensé des millions pour acheter. On a acheté des maisons qui coûtent plus de 20 millions là-bas. Oui. Donc je dis que c'est le lieu Le problème d'en foncier, appeler au il faut le gouvernement de vite faire, de voir le code là foncier là et d'arrêter l'hémorragie. C'en est de trop. Bien. Et il y a eu des gens qui ont même eu une hémiplégie parce que déjà, voyant le caterpillar arriver, la personne est tombée en syncope et ça l'hémiplégie par la suite. Ce n'est pas normal. Malheureux. C'est malheureux. Ce n'est pas normal. Fioclo, et puis on va passer à notre sujet. Oui, pour conclure, je peux dire que pour les cas acceptables, il y a les propriétaires qui essayent de discuter avec celui-là qui a construit sur leur parcelle et ils disent que bon, on t'a vendu ça à 3 millions. Bon, compte tenu de la situation, tu nous ajoutes 1,5 million, ça fait 4 500 000 ou 2 millions et tu restes. Et ils te disent... Ça, c'est discutable encore. Ça, c'est discutable. Des règlements à l'amiable. Moi-même, j'ai été témoin à 4 reprises pour ce genre de situation. Ils disent que tu peux payer sur 1 an, ou bien sur 2 ans, sur 3 ans. Donc, on a payé petit à petit. Et le monsieur, aujourd'hui, on lui a fait un autre reçu. Normal, ce qui veut dire que ses parents, même quand ils passent chez lui, ils passent lui dire bonjour. Ils ne réclament plus le terrain. Et c'est du business. Est-ce que dans 20 ans, quelqu'un d'autre ne peut pas rebondir? Non, puisqu'on les a tous rassemblés et ils ont signé. C'est sûr qu'il y en aura, il y en aura toujours quelqu'un. Non, peut-être celui qui a fui au Ghana, quand il va revenir, il va dire que c'est son terrain, on va recommencer. Ou bien son fils peut revenir un beau matin. Ne devait pas vendre. Non, sinon ce problème, c'est le problème foncier, double vente, tout ça. Ouais. Moi, personnellement, je dis que nos ministres, les différents ministres qui sont passés au ministère de l'urbanisme et autres là, n'ont pas fait un bon boulot. Très bien, monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde... Et je vais juste terminer. Il faut qu'il y ait une enquête minutieuse sur ce qui se passe à la direction générale de l'urbanisme et du cadastre. Ce que je dis. Surtout au niveau du cadastre. Oui, je sais ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a même des terrains qui ont des titres fonciers, mais qui sont attaqués. Du n'importe quoi dans ce secteur. En même temps, on nous a dit qu'on attaque le titre foncier. Il y a des procédures. Les ne sont pas... On dit le titre foncier est inattaquable. Mais on l'attaque cette fois-ci. Je vous dis que les gens peuvent prendre les papiers des terrains de vente, c'est-à-dire que de vente de terrain, pour, comment vous l'appelez, approcher le feu pour pouvoir le rendre plus ancien. Je ne sais pas comment m'exprimer. Et même, il y a même des terrains, des maisons qui ont double titre foncier. L'antidatation, quoi. Donc, il y a des choses, je me dis, comment est-ce qu'il y a des instruments qui puissent mesurer l'ancienneté du document ou pas, si le juge peut le faire. Donc, je donne l'exemple. J'achète un terrain en 2008. J'ai le reçu de vente, surtout le reçu de vente. Oui. Quelqu'un d'autre l'achète en 2010, va vite faire le truc. Et même le titre foncier. C'est ça. On lui attribue le terrain. Celui à qui appartient réellement le terrain à l'origine, c'est celui qui l'a acheté en 2008. Oui. Avec le reçu de vente. Donc il va faire. Je crois que le code en parle aussi, qui va faire prévaloir l'ancienneté. La force du reçu de vente. Et c'est là le titre foncier risque d'être attaqué. Ou soit, même aujourd'hui, on l'attaque déjà. On l'attaque déjà. Un moratoire jusqu'à un niveau où, c'est-à-dire au niveau du certificat administratif, avant d'arriver au titre foncier, il faudrait qu'il y ait comment vous l'appelez, un stop pour pouvoir vérifier tout avant que de donner le titre foncier, le droit de propriété à la personne. Parce que c'est ça le problème. Au Togo, le titre foncier, c'est un problème. En 98, quelqu'un vient acheter en 2015. Comme il connaît. C'est français aussi. Oui, c'est français. Comme il connaît un procureur ou quelqu'un de replacé, quand on le donne un titre foncier, et moi je suis dépossédé de mon bien immobilier, c'est extrêmement grave. Donc il faut donner une valeur juridique, une valeur de haute teneur au reçu de vente originel. Bien. Monsieur, une précision pour dire que les choses ont évolué. Quand vous allez au cadastre maintenant, c'est que quand on veut déclarer un terrain ou bien on veut procéder à l'enregistrement de ce terrain, il y a les données GPS. Donc, ce qui voudrait dire que maintenant, ils informatisent en tout cas les documents là-bas. Donc, lorsque les données sont enregistré, je pense que quand quelqu'un d'autre viendra avec les mêmes données, ça va se signaler, on saura qu'il y a un problème, on ne peut plus lui délivrer un papier, en tout cas sur ce terrain. Pour contourner tout ça, qu'est-ce qu'ils font? On dit, celui qui doit te vendre le terrain, ce n'est pas lui qui a vendu.
C'est sur cette formule-là qu'ils se basent pour déposséder les gens de leur terrain. Ce n'est pas Ambroise qui devait vendre, que c'est Acha qui devait vendre. Comme c'est Ambroise qui a vendu, donc c'est nul. C'est illégal et l'ancien mandataire va voir ça avec lui. Moi, je suis le nouveau mandataire. Donc, si tu veux rester là-bas, tu payes tel million. Et on amène l'affaire au tribunal, les juges aussi suivent, les avocats rentrent dedans et ils font leur bêtise. Et ça peut durer 5 ans, 7 ans, 10 ans. Puisque quand on fait à la première instance, ça ne va pas, tu fais appel, ça ne va pas, tu vas à la Cour suprême. Et c'est là où, quand la Cour suprême intervient, on sait que c'est fini. Mais ça peut perdre le temps. Oui, ça perd énormément de temps. Messieurs, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde maintenant la question politique un petit peu avec le processus électoral qui est entamé. On sait que depuis un moment, la CENI a été installée, même si il manque encore des gens pour occuper certaines places au niveau de la CENI, les représentants de l'opposition, beaucoup plus ceux qui sont au niveau du CAR, de l'ANC également. Sauf que ça ne décourage pas quand même la CENI qui a été mise en place et le gouvernement togolais. Le 1er mars dernier, on a procédé à la nomination des présidents des CELI. Les 38 sont aujourd'hui connus. Le confrère L'évêque de Nation a d'ailleurs publié leur nom ce matin dans sa colonne. Le confrère L'Indépendant Express nous apprend d'ailleurs que la société ZETES Togo a été constituée et ça s'appelle ZETES Togo SAL U. Et le confrère d'en conclut que le parti au pouvoir s'est approprié la machine à fraude. Alors, pendant que les discussions politiques, on va y revenir tout à l'heure, pendant que ces discussions politiques sont en train d'être menées, les acteurs seront à Accra à partir tout après-midi pour discuter avec le facilitateur à partir de demain matin. Pendant que tout cela se met en place et que le gouvernement de Faure Gnassingbé travaille sur le processus électoral, est-ce qu'il n'y a pas de confusion à faire là-dedans? Au niveau de la coalition, on parle de mauvaise foi du gouvernement qui veut faire le travail seul. Acha. Bon, je me rappelle que lors du premier round des discussions, il a été question de voir comment le gouvernement pouvait cesser toute activité liée à l'organisation des élections. Et selon le diplomate ghanéen, il y a monsieur Osei, il n'y a pas eu quand même d'accord sur ce principe, mais la partie au pouvoir, disons la partie gouvernementale avait dit lors de ses assises qu'elle va intégrer cela dans ses réflexions et à la prochaine rencontre, ils verront ce qui a lieu de décider sur ce cas précis. Donc, vous savez que à la deuxième rencontre, il n'y a pas eu de discussion à proprement parler et même de résolution ou bien d'accord scellé. À la suite de cette discussion, donc, ils se sont séparés. On nous a dit que il y a eu seulement des points de vue qui ont été énoncés, mais c'est reporté à une date ultérieure. Donc, ça voudrait dire que sur ce point, rien n'a été arrêté. Mais au même moment, le gouvernement fait savoir qu'il y a un calendrier républicain qu'il doit respecter parce qu'il y aura les élections législatives cette année et c'est probablement cela peut se tenir en juillet. Et donc, s'il y a élection, ça voudrait dire qu'il faudrait que tout le mécanisme concourant à l'organisation de cette élection puisse être mis en branle pour permettre aux Togolais d'aller à ces élections avec une certaine sérénité et d'élire les élus du peuple. Parce qu'on ne peut pas rester sans un parlement à la fin de la mandature de cette législature. Je pense que c'est dans cette logique que la CENI a procédé à l'élection, à la nomination plutôt des présidents des CELI. Vous savez que les magistrats, puisque c'est eux qui sont souvent les présidents des CELI, et donc pour voir dans quelle mesure ils peuvent continuer par travailler dans le sens de l'organisation des élections. Et il faut aussi préciser que pour le cas de la CENI, c'est dit depuis le départ qu'on devait se doter d'une CENI technique.
Mais comme cela n'a pas été le cas et que les acteurs politiques ne sont pas montrés assez entreprenants pour aller vers cette CENI technique, ils sont revenus sur un CENI consensuel. C'est-à-dire que ce sont des partis politiques qui coptent des gens qu'on envoie au niveau de cette CENI. Bon, aujourd'hui, nous savons que au niveau de la coalition des 14 partis politiques, il n'y a pas proprement parlé de représentants au niveau de la CENI. Oui. Mais je me rappelle du scénario 2015 où il n'y avait pas de représentants, mais c'est à la veille du scrutin que ça a été réglé. Donc le gouvernement peut se fonder sur ce principe, cette façon de faire de l'opposition pour se dire que de toutes les façons, elle viendra, elle arrivera et on ne va pas les attendre, il faut organiser les choses pour avancer. Mais cette façon de faire aussi, vous savez que nous sommes dans un État démocratique et quand on parle de dialogue, ça voudrait dire que nous sommes en train de chercher des solutions aux problèmes togolais. Et vous savez que cette façon aussi d'organiser des élections ne sert pas, ce n'est pas assez... C'est pas la bonne manière parce qu'il n'y a pas une adhésion totale de la population sur le mécanisme. Et vous savez qu'à la fin de chaque élection au Togo, il y a toujours des contestations. Et quand ça continue, vous convenez avec moi que nous allons évoluer de crise en crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est en train de mettre en place tous les ingrédients nécessaires pour une nouvelle crise. Soit contesté à la fin. Bien évidemment, parce qu'il n'y a pas adhésion, il y a l'autre camp. C'est des acteurs importants du processus. Donc, il faudrait aussi faire un effort pour avoir leur adhésion. Et pour avoir leur adhésion, je pense que le dialogue qui est ouvert actuellement pouvait aussi régler ce problème de confiance par rapport à l'organisation du processus électoral. Oui, et donc, on ne sait pas quand les discussions vont prendre fin. Nous sommes en mars, il faut les élections législatives et locales avant la fin de cette année. Contrainte de temps, c'est ce qu'on oppose au niveau du gouvernement. Au niveau de la coalition, on dit que cette façon de faire montre que eh bien, le gouvernement montre sa volonté de continuer à conduire de manière solitaire et unilatérale le processus électoral malgré la demande contraire émise par le dialogue. Ambroise Kondo, quelle est votre réaction par rapport à ces faits? Oui, je crois que d'abord politiquement c'est pas bien parce que j'ai l'impression que tout est minutieusement préparé, calculé par ceux qui sont au pouvoir pour maintenir ou garder le pouvoir, c'est-à-dire que se maintenir au pouvoir. Vous allez comprendre si la lecture que je fais quand vous décryptez les gestes et les actes que pose le parti RPT uni au pouvoir. D'abord, c'est pour révolter ceux qui sont en face. D'abord, ils révoltent le peuple. Une forme de provocation. Oui, ils provoquent le peuple et ils foncent dans ce qui est illégitime, dans ce qui n'est pas légitime. Mais en même temps, combien de temps faut-il attendre l'opposition pour amorcer le processus électoral? Il ne s'agit pas de l'opposition, il s'agit d'un peuple qui est fatigué d'un régime de 50 ans, plus de 50 ans. Il ne faut pas confondre les choses. Il s'agit d'un peuple qui est fatigué. L'opposition ne fait que représenter les aspirations du peuple. Ceux qui sont devant le peuple, c'est ceux-là qui incarnent les vraies aspirations du peuple. C'est ça qu'on appelle l'opposition. La preuve, ce n'est pas l'ANC seul qui marche aujourd'hui. Ce n'est pas le CAR. Ceux-là qui étaient adversaires, farouches entre eux-mêmes dans le camp de l'opposition, sont aujourd'hui soudés. C'est une première que les gens ne disent pas. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à lire la grande différence qu'il y a entre ce qui est opposition avant et ce qu'on a aujourd'hui à partir de 6 mois, de août jusqu'à aujourd'hui. C'est incommensurable. C'est une avancée notable et très notable de l'opposition qui incarne aujourd'hui la lutte de tout un peuple. Parce que quand on parle de peuple qui revendique, c'est ceux qui sont dans la rue. Un peuple qui n'est pas, qui est du pouvoir et qui se met dans la rue est contre la légitimité, est contre la légalité. C'est incohérent même avec la gouvernance de l'État. Vous ne pouvez pas gouverner et aller dans la rue réclamer que vous aussi vous vous rendez. Vous rendez quoi? Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce que le pouvoir est en train de faire, d'abord, ça viole les accords signés au cours de ce dialogue. Pas ces accords. Non, on n'a pas signé d'accord. Je ne parle pas d'accord. Les principes même que les gens se sont donnés avant de rentrer dans le fond du dialogue, c'est quoi?
c'est de cesser les manifestations, c'est de surseoir au mécanisme devant conduire à des élections. Et deux éléments là. Ça, quand ça a été évoqué au niveau du gouvernement, on a dit non. Il y a eu une réserve. Non. On a dit non. On a dit que cette information qui est sortie n'était pas vraie. Quand vous écoutez les leaders de l'opposition, d'abord, il y a des gens même qui ne se disent pas la vérité au sein du parti, au pouvoir. Comment est-ce que vous le saviez, Ambroise On se connaît. Je suis né au Togo. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans la salle l'autre fois, ils ont pris des engagements, mais quand les gens sont coincés au mur, finalement, ils sont obligés de mentir. J'ai suivi Madame Adjambo ce matin. Je ne sais pas si c'est elle qui ment. Je ne voudrais pas lui prêter la mauvaise langue. Mais je crois qu'elle ne peut quand même pas mentir sur le compte d'un chef d'État étranger. Elle dit, pendant 40 minutes, il y a eu des discussions autour de ça. Nous, vous cessez les marches. Eux aussi, ils arrêtent le processus électoral, en attendant. Parce que tout ce qui aura discuté, les gens sont en train de verser dans le contenu des discussions au dialogue, en dehors des réformes politiques, c'est-à-dire institutionnelles et constitutionnelles, il y a aussi le cadre électoral qu'il faut revoir. Et ce cadre électoral, tout ce que le gouvernement est en train de faire, normalement, des présidents d'associations qui sont devenus présidents de UNI et de, comment vous l'appelez, qui sont tantôt devenus membres de UNI, devenus présidents de la CENI, tout ça là, c'est une machine qu'ils ont mis en avant pour pouvoir préparer la fraude électorale. Parce que si vous ne vous reprochez rien, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, la clause complotiste. Vous courez derrière une élection qui devait être discutée par consensus. L'élection, ce n'est pas vous seul qui allez aux élections. Il y a un peuple qui est dans la rue. Déjà, il y a un problème. Donc ça voudrait dire que ceux-là qui incarnent la revendication du peuple, vous devez les écouter dans un consensus pour maintenant mettre en marche la machine électorale qui est pendant longtemps contestée et qui n'a jamais été validée par l'autre camp. Donc, pour rassurer l'opinion publique nationale et internationale, autant discuter dans ce cadre de dialogue qui est en cours des modalités du processus électoral. Je parle d'une discussion consensuelle sur le sujet qui rentre dans le cadre électoral. Trouver un consensus intérêt d'entente d'abord sur le fichier que conteste la francophonie, ce n'est pas moi qui l'invente, et que eux-mêmes ils ont dit ils vont l'apurer. Il y a eu au moins des morts qui votent encore. Quand vous allez vous vérifier. Non, aucun monde ne peut voter. Hein. Oui, ça se passe chez nous au Togo. On va débusquer des gens au Ghana pour voter. Moi, j'ai un monsieur qui m'a compté, viens, je vais t'amener dans un village à côté, ici au Ghana. Des enfants de moins de 14, 13, 12 ans. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces réalités-là ne font pas du bien à notre pays. Et on ne va pas encore toujours rester dans cette actualité-là. C'est le dialogue seul qui peut régler ce problème. Et si quelqu'un qui laisse ses activités, un chef d'État d'un pays respectable, pas comme le nôtre. Non, mais notre pays est respecté. Un pays respectable. Attention, attendez, je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez montrer votre pays? Ce n'est pas le fait de quelques individus qui va t'amener à ne pas respecter notre pays. Je vais le répéter. Non? On ne voit plus le Togolais. C'est-à-dire que ce n'est pas le Togolais qui est le problème, mais par la manière dont on nous gouverne, on n'est plus respecté. Les gens ont laissé leur nationalité au profit d'une nationalité allemande et autres. Non, ça fait leur problème. Ça fait leur problème. Ça fait leur problème. Nous sommes au Togo et nous aimons notre pays. Nous allons demeurer togolais. Je suis togolais. C'est pourquoi j'ai soutenu togolais. Je vous redonne la parole. Mais je vous dis qu'on ne nous respecte plus. Les gens ont dit sur RFI. Excusez-moi. Nous allons nous faire respecter. Nous allons exiger respect et nous comporter pour qu'on nous respecte. Monsieur, pardonnez-moi, nous allons marquer une pause obligatoire. On revient juste après. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Deuxième partie de Taxi Presse avec Fioklo Adanglenou, Acha Ibrahim et Ambroise Pondio. Ambroise, c'est vous qui avez la parole, mais je voulais quand même la redonner. Oui, je voulais terminer. Je voulais terminer en disant que je disais que par la force des choses, pas la mauvaise gouvernance, pas le maintien à vita aeternam au pouvoir, le Togolais n'est pas respecté. Je répète ça. Quand vous sortez un peu de nos frontières, vous allez au Ghana, mais au Bénin, on ne nous respecte plus. J'ai suivi un monsieur qui est Togolais. Je le connais bien, c'est un leader d'opinion. On a posé la question, je lui ai dit, Togolais. Non, il est béninois. Le jour-là, j'étais ahuri. J'ai dit, mais comment, pourquoi? Et je l'ai compris. Moi, je serai toujours un patriote.
je le demeurerai. C'est pourquoi on est toujours là. Nous, on sera ici. Mais ceux-là qui changent, je les accusais au départ. Vous êtes Togolais et Allemands. Mais je vous dirais que tout le monde dit la situation n'est pas bien. Vous pensez qu'on peut rester dans cette situation-là? Et je leur dis, mais moi, on est dedans. Mais si vous souhaitez rester dedans. Nous, on n'arrive plus à supporter ça. Trouvez quoi manger, vous avez une affaire, vous allez chercher. C'est un clan qui protège les intérêts. On vous dit que vous n'êtes pas dedans. Même les marchés publics, c'est toujours les mêmes personnes. Au niveau des administrations, conseil d'administration, c'est les mêmes personnes. Vous pensez qu'on peut rester dedans? Donc, ceux qui chantent, 400 personnes changent de nationalité, 200 personnes pensent, et même, ils ont le courage de le dire au conseil des ministres. C'est ça encore qui est un peu épatant. C'est vrai, c'est la transparence, mais comprenez que les gens sont fatigués de leur pays. Oui, ça dit quand chaque année, des Togolais sont obligés de délaisser leur passeport, leur nationalité. Il y a des affaires qui se passent pour des nationalités étrangères. Entre étrangers. Oui. C'est l'expression d'un désamour réel vis-à-vis de la patrie. Oui, heureusement qu'entre nous Togolais, même, beaucoup, on se comprend. Parfait. On s'aime. Mais sauf que ceux qui sont des étrangers, allez, quitte ici. C'est comme ça. Merci beaucoup, Ambroise Kondio. Fiokoulo Ndangonoulou, la question fondamentale que nous posions au début, c'est par rapport donc, au processus électoral engagé par le gouvernement togolais. Les présidents des séries sont désignés déjà, nommés. Au moment où le dialogue se poursuit, est-ce qu'il n'y a pas anomalie là-dedans? Oui, moi je pense que si le gouvernement fait ce genre de nomination, c'est pour gagner du temps. Parce que nous avons 2 échéances qui nous attendent cette année 2018 et que dans l'ordre du jour du dialogue, il y a le cadre électoral. J'avais dit un temps dans ce studio que parallèlement à ce qui se fait, quand le point sur le cadre électoral sera discuté au dialogue, on peut l'adapter ici et maintenant à ce qui est déjà fait. Et partant de là, les cadres de l'opposition qui devaient rejoindre la CENI peuvent la rejoindre, ou même on peut recomposer la CENI à partir des résultats qu'on aura du dialogue. Moi, je ne pense pas qu'il y a d'inconvénient. Il n'y a aucun problème quand on fait le processus. Quand on fait le processus et qu'au niveau du dialogue, le cadre électoral, on a trouvé un consensus, on peut transposer ça et adapter ça immédiatement à la CENI. Même s'il faut remplacer le président, le bureau, tout ça, c'est possible qu'on le fasse. Ça veut dire qu'on aura fait un travail en amont pour rien du tout? Non, ça dit le temps qu'il faut, tout ce qu'on a à faire ici et maintenant, ça, ce n'est que pour gagner du temps. Si au niveau du dialogue, les 2 parties ont trouvé un consensus, tout ce qu'on a trouvé là-bas, le résultat peut revenir à la CENI. S'il faut changer, s'il faut faire les trucs comme cela se doit, on le fait, puis c'est tout. Puis on ne peut plus aller à cette élection d'une manière ou d'une autre, sans tenir compte des résultats du dialogue. Bon, mais je pense que si j'essaie d'analyser un peu ce que dit mon doyen, c'est par rapport à l'adage qui dit les hommes passent, mais les institutions demeurent. Donc il faut dire que même si on venait à remplacer ceux qui sont au niveau de la CENI aujourd'hui, ce qui est sûr qu'ils auraient déjà fait un pas. Le travail, le processus électoral aurait déjà été amorcé et que ceux qui vont arriver ne feront que continuer le travail. Mais le risque là-bas, c'est que vous savez qu'il y a un problème sérieux par rapport au conditionnement des kits. Et si cela commence déjà et que par la suite les autres arrivaient, ZETES, vous comprenez, le confrère l'Indépendant Express évoque surtout avec cette information, une entreprise ZETES qui s'est constituée maintenant comme une entreprise constituée, oui, au Togo, de droit togolais. Vous comprenez, si c'est ZETES qui a toujours le marché, encore faudrait-il qu'il y ait un appel d'offres d'abord. Si c'est par des tours de passe-passe, ça serait vraiment irrégulier, selon en tout cas les codes de passation de marché dans notre pays. Et par le passé, c'était la société CIB, INTA, qui servait de représentants de ZETES dans notre pays. Donc aujourd'hui, si ZETES même s'est implanté et qu'il y a cette société qui participe aussi à l'économie de notre pays, je me dis qu'il faudrait que dans la passation des marchés de conditionnement des kits et autres là, que les choses se fassent de façon transparente pour éviter des suspicions par la suite, parce que de par le passé, avec la prestation de ZETES,
Par la suite, le processus électoral a été décrié, le processus électoral a été contesté pour le simple fait que ce qui devait être présent au niveau de la CENI pour voir comment le conditionnement a été fait, comment le matériel même a été déployé, n'y était pas. C'est à la veille du scrutin qu'ils sont arrivés. Et donc, du coup, pour eux, il y a eu des acrobaties technologiques qui ont été faites et que c'est par la suite que ils sont venus. Donc, le mal était déjà fait. Et vous vous rappelez de la célèbre phrase, on nous disait qu'il y a eu fraude électronique. Oui, bien sûr. Vous avez appris ça aussi. Et donc, pour éviter tout ça, là, je souhaiterais que tous ceux qui sont concernés par ces élections, tous ceux qui veulent aller à ces élections, je peux parler des partis politiques, d'être là dès le début pour voir comment les choses se font. Et la précision aussi, peut-être vous me permettez pour quelques secondes, c'est dire que l'organisation des élections, c'est-à-dire que pour le côté matériel incombe à la CENI, mais qui met les moyens à la disposition de la CENI, qui organise le travail au niveau de la CENI, c'est l'État. Donc il faudrait quand même que nous essayons de faire la part des choses dans l'appréciation de tout le processus électoral. Alors, il y a la CENI bien sûr, mais le ministère de l'administration territoriale joue un rôle important. C'est l'État, c'est le gouvernement. Joue un rôle important. Alors, vous savez, pour aller vite dans le débat, c'est vrai que vous savez, au niveau de la coalition, il y a un communiqué qui a été rendu public hier où la coalition évoquait certains éléments pour dire qu'elle se désengage de son premier engagement, c'est-à-dire il n'y aura pas de manifestation durant le processus de discussion avec les autorités. Il n'y a pas longtemps, dans la nuit du 24 au 25 février dernier, à Paratao, des citoyens ont été passés à Ataba, dans le village de Tikbi et Tchadam. Après, c'est la nomination des présidents des CELI, ces magistrats-là, pour la coalition, ce sont des éléments suffisants pour ne plus être tenus par l'engagement de ne plus manifester. Est-ce que les manifestations de rue ne vont pas reprendre? Ambroise Pondio. Non, c'est plus qu'évident que les manifestations doivent reprendre. Doivent reprendre ou vont reprendre? Selon Mme Adjamango, ça va reprendre. Puisque déjà, je disais que les principes ont été violés, qui sont liés à ce dialogue, ont été violés au départ. De part et d'autre? Non. Pourquoi de part et d'autre? C'est le gouvernement qui a violé. En actant le processus électoral, ce qui sort du cadre des principes de ce dialogue, je le dis, et ensuite du fait de commencer certaines activités qu'il ne devait pas faire, parce que le gouvernement n'est pas le seul acteur à se positionner dans ces histoires électorales. Et je dis donc que les marches sont une arme pour une opposition, pas pour un peuple. Quand les gens sont dans la rue pour revendiquer, ça suppose qu'il y a un problème. Et le minimum que le gouvernement puisse faire, c'est de les écouter et d'honorer cet engagement-là. Ils ne le font pas. La question politique n'est pas une question de primauté. C'est vrai. Mais c'est la question politique qui est le parapluie de tous les problèmes que nous avons. La preuve, aujourd'hui, dans le domaine social, il y a l'éducation qui est en passant aujourd'hui, vous allez voir, les enfants encore sont dans la rue. Il semble que c'est 4 jours de grève ou toute une semaine. Oui, 3 jours de grève. Vous savez, ce que Fiokoulou a dit et que Acha a repris et Acha a nuancé, c'est ce sur quoi j'ai voulu revenir. Il y a le mécanisme technique même de l'organisation des élections. Il a parlé du Z-Test, comment vous l'appelez? Oui, Z-Test. Et entre-temps, tu avais lorgné par rapport à CIBNTA. Tout ça là, déjà, ça sent la fraude. Pourquoi je dis que ça sent la fraude? Parce que quand on parlait de CIBNTA... La théorie complotiste, vous l'avez toujours. Hein? Vous savez, moi, tant que les gens ne voudront pas évoluer dans le sens de la démocratie, de la vraie démocratie et de l'alternance, moi, je serai toujours dubitatif sur certaines questions. Mais CIBNTA appartient à M. Meba. Vous connaissez M. Meba? Oui, bien sûr. Vous connaissez sa position politique? Ça, je ne sais même pas. sans comme l'homme prêtre que je suis dans le domaine, je suis en train de porter des comment vous l'appelez? Il y a des jugements. Je suis désolé. C'est un opérateur économique. Donc on connaît la couleur politique. Non, ne va pas jusqu'à la couleur politique.
ZS, mais Voilà. il est du parti uni. Moi, je vois l'expertise. Je ne vois pas ça Non, comme non, non, moi politique. je ne vois pas toujours les expertises. Bon, sur le plan politique, Sur bon, le- je dis aujourd'hui- Il n'est pas Aujourd'hui, interdit qu'il soit d'un c'est- parti c'est- politique non plus. Oui, naturellement. Mm. Naturellement. Sauf que les accointances politiques agissent toujours sur certaines choses que nous constatons régulièrement dans notre pays. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que l'on puisse constater qu'avec cet opérateur technique électoral, on puisse déjà commencer par des méthodes, comment vous l'appelez, des méthodes astucieuses de fraude, déjà en amont. Parce que la fraude aujourd'hui, vous le ce n'est dites qu'on pas- on est en c'est- train c'est- de c'est- de conditionner les machines déjà. Oui, la fraude n'est pas le jour de l'élection. Souvent, les organisations internationales vont vous dire que l'élection commence depuis le premier jour où on installe la CENI. C'est-à-dire, il y a des travaux qui se mènent en amont, avant même le démarrage du processus. Il faut contrôler depuis l'amont, jusqu'à la traçabilité des résultats de ces élections. On a constaté que quand on prend le cas du VSAT qui avait été sauté, c'est des choses qui nous avaient été amenées pour garantir la transparence des élections. Mais sauf que le jour là, oui, on a coupé le VSAT. Non, il y a eu panne. Voilà, c'est le mot technique qu'on nous envoie, comme quoi il y a eu panne. La panne peut venir de l'homme. Si l'homme veut réellement frauder, ça peut venir de l'homme. Et ça a été certainement. Et cette panne est venue d'où, de l'homme, ou bien c'est la machine même qui est tombée en panne? Non, au Togo, les machines peuvent tomber en panne par la faute de l'homme aussi. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ce que moi, en tant que citoyen, je demanderais à l'opposition, c'est de s'attaquer d'abord à cette société-là. Il faut faire rétracter cette société-là dans le cadre du processus électoral. Non, en tout cas pour l'instant, officiellement, excusez-moi, Ambroise Pondio, officiellement, on n'a pas encore dit que c'est elle qui sera retenue pour le travail. Que ce soit elle. Demain, vous serez surpris. Et on fera le débat demain. Si c'est comme ça. Oui, C'est ça, on est-ce va faire que le votre débat. débat va agir sur ce qu'ils feront là-bas? Ben, l'opinion, nous on Mais est là. pas le passé, il y a eu une plainte Donc, même. moi, je pense que au Togo, actuellement, le problème togolais peut être là. Un monsieur m'a appelé la dernière fois. Est-ce qu'il est difficile ou impossible de faire ramener les Nations Unies pour suivre le processus depuis le début jusqu'à la fin? Parce que à chaque fois qu'on vote ici, on parle de fraude. Donc pour s'assurer que cette fois-ci il n'y aura pas de fraude, que les Nations Unies viennent s'impliquer dans l'organisation de l'élection. J'ai dit on va brandir le carton comme quoi nous sommes un État souverain. Oui, ça c'est évident aussi, non? Oui, je sais. Nous sommes Mais souverains. lorsque vous n'êtes plus crédible, qu'est-ce qu'on va vous faire? Nous sommes dans une communauté internationale qui est régie par des règles de droit et des conventions internationales. Monsieur. Vous êtes parti à certaines conventions. Alors. Et vous ne respectez pas ce qui est à l'interne de votre gouvernement. Juste encore un mot sur cette question politique au Togo. La coalition des 14 partis politiques, le gouvernement togolais et le parti UNIR qui se transportent à Accra aujourd'hui pour entamer d'autres discussions avec ou à la présence du médiateur, le président ghanéen, à partir de demain. Selon nos informations, ils arrivent cet après-midi, en fin d'après-midi, pour commencer les travaux demain. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Ghana. Alors, Fioclou, est-ce que ça va être peut-être la discussion de la dernière chance? Oui, nous avons dit dans ce studio l'autre mardi que quelle que soit la situation, ce dialogue reprendra, que ce soit à Accra ou à Lomé. Heureusement que après 15 jours ou bien 14 jours, elle doit reprendre demain. Moi, je pense que dans la célérité, ce dialogue donnera au moins un résultat acceptable par tous. Acha? Non, c'est évident. Il faudrait que ce dialogue reprenne et surtout que c'est le dialogue de dernière chance, comme nous le concevons ici au Togo. Les acteurs politiques doivent faire preuve de patriotisme pour que ce dialogue aboutisse. Donc les discussions aboutisse. politiques togolaises ne sont plus à Lomé. Oui. Maintenant à Accra. Oui, même si vous suivez un peu la déclaration qui a été faite par Mme Adjamagbo par rapport au jour de manifestation, c'est bien dit que mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, il devait y avoir manifestation, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore eu des informations par rapport à un attroupement. Ce mardi, je n'ai pas encore eu des informations par rapport à un quelconque attroupement, donc ça voudrait dire que tous les acteurs privilégient la voie du dialogue et comme c'est aussi
Je peux dire que l'occasion aussi est bien arrivée, surtout que le médiateur les invite à Accra, à arriver là-bas. Ils vont essayer de renouer avec le dialogue et surtout revoir un peu leur position. Je disais à Ambroise que de chaque côté, on a senti qu'il y a eu violation du principe même qui entourait le dialogue. Quand je prends le côté du pouvoir, on nous dit que selon un gentleman agreement, c'était dit qu'on devait arrêter le processus électoral, ne rien faire qui puisse être dans le sens de l'organisation des élections. Donc avec la nomination des présidents de CELI, l'opposition a estimé que c'est vraiment une violation de ce gentleman agreement. Et du côté de l'opposition, le pouvoir aussi, selon certaines informations que j'ai glanées un peu partout, il a été dit que l'opposition ne devait pas aussi parler de tout ce qui s'est passé au dialogue. Donc il y a eu violation aussi de ce principe de secret par rapport aux discussions dans la salle Evala, puisque c'était dit que c'est le facilitateur seul qui peut faire un point de presse pour situer les gens sur ce qui s'est passé dans la salle. Et donc, s'il y a eu une conférence de presse et qu'on a dit beaucoup de choses, même au-delà en tout cas du communiqué officiel, ça voudrait dire qu'il y a eu une violation aussi des principes. Le secret dans la salle, les discussions, comment, les points d'achoppement et tout ça là, ça a été livré au public. Et donc, il y a eu aussi violation. C'est ce que conçoit la partie gouvernementale ou bien... mais c'est ce que les gens disent, c'est les informations que j'ai eues et qui le disent. Et donc, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais il y a eu violation de part et d'autre. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les acteurs, les parties prenantes à ce dialogue, revoient un peu leur façon de faire et respectent vraiment les principes même du règlement intérieur que eux-mêmes ils ont conclu lors des travaux préparatoires. Parce que cela aiderait à ce que le dialogue puisse aboutir. Mais si il manœuvre et que le dialogue là n'aboutissait pas, c'est là où je disais que ça serait une injure à l'intelligence togolaise. Ambroise disait déjà qu'on ne nous respecte pas, mais moi je dis que les Togolais doivent faire un effort pour se faire respecter. Très bien. Ambroise Pondio, maintenant. Oui, au Togo, le ridicule ne tue pas. Quand j'entends les discussions, c'est à Accra maintenant. Oui, quand j'entends ça, moi d'ailleurs brandit un argument comme quoi les gens sont venus dans la transparence dire ce qui se passe dans la salle, ce qui nous conduit maintenant à aller préparer les élections. En même temps, il y a un règlement intérieur des discussions qu'il ne faut pas violer. On n'en disconvient pas. Le règlement intérieur, eux-mêmes, ils l'ont déjà violé en actant le processus électoral, sans les autres. Donc, il ne faut pas que les gens viennent nous raconter des choses qui ne tiennent pas debout, alors que même ils sont partis à la chose. Non, vous savez, le fait même que le président ghanéen soit venu ici et que Faure Gnassingbé n'ait pas fait le déplacement, c'est un incident diplomatique, à mon sens. Mais le Ghana ne l'a pas signifié. Ambroise, le Ghana est-ce que le Ghana s'est-il plaint de cette affaire? Non, ça c'est des choses de couloir, c'est des choses diplomatiques. Non. Il ne peut pas se plaindre officiellement parce que lui-même il s'est donné. Vous savez ce qu'on appelle quand le président ghanéen vient Lomé, qui l'accueille. À votre sens, oui, un incident diplomatique. Oui, parce que vous ne pouvez pas avoir des problèmes chez vous et que quelqu'un se prenne sur lui de venir vous régler les problèmes entre frères et que le président qui a des charges chez lui vienne. Moi je le dis, je vais le dire. Vous-même vous ne sortez pas de votre présidence, vous ne venez pas. Il a été accueilli. Il a été accueilli quand même à l'aéroport à deux reprises. Il y a même qu'il soit accueilli peut-être par le Premier ministre et que le président lui-même vienne au dialogue. Mais il n'y a pas de chaise à la salle. Regardez tout ce monde-là qui était. Le jour. Non, attends. Non, c'est moi qui ai la parole. Je ne refuse pas. Je ne défends pas. Mais je veux te dire, quand tu as parlé d'incidence diplomatique, il n'y avait pas eu de chaise sur laquelle on a écrit siège du président togolais dans la salle et que le président est abonné aux absents. S'il y avait une chaise là-bas et qu'il est abonné aux absents, c'est là où on dirait qu'il a manqué de respect au président ghanéen. Donc, ce qui voudrait dire que, en amont, ils se sont entendus, les deux présidents se sont entendus et ils savaient que, Ado savait que le président Nana Akufo-Addo savait que Faure n'allait pas dans la salle là-bas. Et c'est clair. Des éminents professeurs d'université. Non, il ne s'agit pas de professeurs. Oui, moi je parle du mien, parce que je ne l'avais pas sorti. Je viens de le dire parce que je ne suis pas le seul à remarquer ça. Je l'ai dit même dans un débat que c'était pas normal. Le respect que vous devez à un chef d'État, c'est le minimum, c'est de venir à ce dialogue pour ouvrir ce dialogue. Et je l'ai même dit, mais Faure Gnassingbé n'est pas mieux, ou peut-être n'est pas plus beau, n'est pas plus
c'est pas que Nana Akufo-Addo. Il est plus jeune quand même. Il est chef d'État, moi je le respecte, mais il doit respecter son collègue chef d'État. La preuve, supposons que quand il est allé au Burkina là-bas, et que Christian Kaboré n'est pas venu le recevoir, comment il va prendre ça? Mais quand il était il n'a pas été accueilli par Nana Akufo-Addo. Respectons-nous pour qu'on nous respecte. C'est la réciproque. Parce que quand vous allez au Ghana, ça fait débat au Ghana. Ça fait mouche au Ghana. Bien sûr. La presse ghanéenne en a parlé. Ça, les gens ne le disent pas. Non, si. Quand je disais qu'on ne nous fait pas, nous-mêmes, on ne se fait pas respecter, ça fait partie de ça. Donc, c'est pour vous dire que, en réalité, ça ne fait pas le débat. Même moi, je l'ai ramené en tant que débat parce que ça doit commencer par là. D'accord. Vous ne pouvez pas vous quereller que quelqu'un d'autre vienne chez vous qui a peut-être une primauté plus. D'abord, il a Ambroise, la question principale, est-ce que les Togolais qui sont transportés à Accra aujourd'hui, est-ce qu'on pourra s'entendre pour une fois? Il appartient à ceux qui sont dans la logique de concéder, de s'entendre avec ceux qui sont les représentants du peuple là-bas. Tu parles de quel peuple, ma? Oui, ça, la guerre du peuple, je ne le ferai pas aujourd'hui. Ce que je sais, c'est le peuple qui est dans la rue. Et c'est le peuple là qui revendique. Et je crois que, même s'il y en a qui sont dans le silence, ils épousent l'idéologie de ceux-là qui sont dans la rue. Oui, de toute façon, il y a toujours une partie du peuple qui élit un président. Oui. Ce n'est pas tout le peuple qui élit le président. Donc aujourd'hui, je crois que si le débat du dialogue s'est délocalisé à Accra, c'est pour que les gens puissent avoir une franchise de parler pour trouver un consensus et sortir le Togo de la crise. Mais j'ai l'impression, je vais encore le dire, qu'il y a des gens dans ce pays qui sont nos dirigeants qui ne veulent même pas de ce dialogue. Qui ne veulent pas que ce dialogue accouche de quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont assis sur quelque chose et ils croient fermement à cela. Tant pis pour le dialogue. Mais si il y a éventuellement des gens qui raisonnent comme ça et qu'au même moment, il y a cette dame-là qui cherche du client ghanéen ou béninois qui vient acheter du pain au marché qui n'en trouve pas. Je vous dis que c'est les impôts qui vont en partir. Et je vous dis que la misère même va s'installer au Togo. Et les gens même qui se diront qu'ils ont des milliards dans leur chambre. Mais le milliard finit aussi. Oui, bien sûr. Quand on est gouvernant, c'est de penser à gouverner un peuple qui ne doit pas avoir faim. Chercher à gouverner un peuple, lui donner le nécessaire. Les enfants sont dans la rue. Les enfants sont parce qu'il n'y a pas d'école. Parce qu'il y a une évaluation sociale ou éducative qui est posée. Le gouvernement ne répond pas. Comment pensez-vous qu'on peut se dire qu'on est gouvernant dans ces conditions? Les hôpitaux, il n'y a pas d'équipement pour traiter les malades. Il suffit qu'il y ait un malade de replacer, on l'emmène au Maroc ou en France. Donc ça là, je crois qu'ils doivent s'entendre. Ils ont obligation de s'entendre à Accra. Même si c'est la question de la Constitution qui va poser problème, je crois qu'en principe, ça ne doit pas poser. La Constitution a été votée par une grande majorité en 92. Maintenant, le pouvoir n'a qu'à proposer, nous, on ne veut pas ceci. Mais qu'est-ce qui va dans l'intérêt du peuple? Ils n'ont qu'à penser dans l'intérêt du peuple, pas dans leurs propres intérêts. Merci beaucoup, Ambroise Pondou. Tout à l'heure, vous évoquez le cas de commerçants ghanéens qui vient au Togo mais qui ne trouvent rien parce qu'il y a la crise et donc voilà. Et les impôts qui vont en pâtir finalement. On a eu un exemple palpable. Le confrère Libertin a parlé hier par rapport donc à l'émission des titres sur le marché UMOA à titre. Le Togo qui retombe dans ses travers. Beaucoup plus. Le Togo n'a récolté qu'un peu plus de 3 milliards sur les 20 milliards sollicités. Et le confrère L'Union pour la Patrie ce matin est incisif sur le sujet pour ses offres d'obligations. Valeur lundi 5 mars, le trésor public trébuche bien loin des 20 milliards. Les résultats sont annulés. Effet crise. Oui, bien sûr. Effet de crise, bien sûr. Les gens ne veulent pas acheter les obligations on n'investit pas dans un pays où du bruit. ça ne marche pas. Là où il y a le bruit, l'argent n'y est pas. C'est ça. Donc, nous avons obligation de sortir de cette zone de turbulence, d'œuvrer pour que les choses marchent, que les gens ne s'accrochent pas à leurs petits intérêts pour saboter la bonne marche du pays. Donc il faudrait tout faire pour sortir ce pays de cette crise, œuvrer de façon positive plutôt, pour que le Togo renoue avec la croissance et autres. Et surtout, l'autre point sur lequel je voulais chuter, c'est que le problème togolais s'appelle alternance. Et c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas l'alternance. Tant qu'il n'y aura pas l'alternance, nous allons toujours perdurer dans la crise. C'est que les gens ont compris que nous sommes gouvernés depuis plusieurs années par une même famille. Donc il faudrait qu'on trouve les mécanismes pour mettre fin vraiment à ce cycle ou bien à cette éternité au pouvoir. Et je pense que la voie normale, ce sont les élections. C'est une monarchie tacite. Allons
allons vers des mécanismes électoraux assez viables et crédibles, bien évidemment, pour pouvoir organiser cette alternance. Sinon, l'alternance ne se décrète pas et c'est pas dans la rue qu'on l'arrache. Vous savez que en début de week-end, vendredi passé, le Burkina Faso a fait l'objet d'attaques terroristes. Et c'est la 3e attaque en 2 ans dans ce pays fort. Gnassingbé était au Burkina, hier à Ouagadougou précisément, pour apporter le soutien du peuple togolais et des pays de la CEDEAO à nos frères burkinabés. En même temps, c'est une armée encore africaine qui a été éprouvée par les djihadistes. Le confrère Courrier de la République hier se moquait presque des armées africaines. Une dizaine de bandits qui pendant 4 heures tiennent en haleine toute la capitale. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce qu'il faut commencer par reposer même l'efficacité de nos systèmes de renseignement et de nos armées en Afrique? Eric, tout ce qui est militaire est un peu complexe. Le Burkina Faso a les moyens d'utiliser toutes les armes qu'il possède, mais il risque de détruire les bâtiments et autres et de mettre Ouagadougou à nu, ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, on peut parler de failles de renseignement militaire. Et sous Blaise Compaoré, nous avons le général Djendéré qui est arrêté, qui est le chef service de renseignement militaire et qui est en même temps l'officier de contact des pays occidentaux. Et c'est lui qui est en jugement actuellement. En ce qui concerne les renseignements au Sahel. Les Français, les Américains, eux tous travaillent avec lui. Malheureusement, sous Blaise, tous les problèmes qu'il y avait au Sahel, c'est Blaise qui les traitait. Et c'est lui le premier émissaire, le général Djendéré. Le point focal. Le point focal. Aujourd'hui, on peut dire que c'est dans la semaine de son jugement que l'attaque a eu lieu. Donc, je suppose qu'il y a des soupçons qui pèsent sur ce monsieur. Mais quand moi j'ai vu les images, quand moi j'ai vu tout ce qui s'est passé, je me suis dit, l'armée burkinabé s'est vaillamment défendue. Parce que il y a une scène qui se passe d'habitude, les assaillants portent des tenues militaires. Comme ça se passe en Afghanistan. Ils portent la tenue de l'armée afghane avec les véhicules, tout, et ils rentrent dedans. Et ils explosent. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et ce sont des Burkinabés qui ont été tués. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que on doit faire attention. On doit faire attention pour la sécurité, surtout pour les éléments des forces de sécurité et de défense. On doit bien se connaître, bien revoir le système, parce que attaquer un état-major, c'est grave. Et c'est des milliards quand même qui sont engloutis chaque année dans le système de renseignement, d'équipement militaire et tout ça. Ah oui, mais c'est beaucoup d'argent. La sécurité, c'est beaucoup d'argent. Ça engloutit beaucoup d'argent. Si vous prenez le cas de l'Israël, la grande partie même du budget, c'est dans le renseignement, c'est dans la sécurité, parce qu'ils sont entourés de 4 dragons. Donc, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez. Donc, et c'est comme ça. Donc, dans tous les pays, c'est comme ça. Et on investit beaucoup pour la sécurité. Cela, vous savez que quand la sécurité ne se porte pas bien, l'économie, le développement et tout ça là, c'est à terre. Donc, c'est pourquoi chaque pays fait un effort nécessaire pour que la sécurité soit vraiment garantie dans son domaine. Bon, l'autre aspect, c'est l'entraînement, le professionnalisme, tout ça là. Le plus souvent, nous avons l'expertise française dans les pays francophones. Et c'est la France qui a réussi quand même au Burkina, il faut le dire. Oui, qui a fait un exploit avec ces 4 hélicos. On se pose la question, sans la France, vendredi dernier à Ouagadougou, qu'allait-il se passer réellement? Bon, il faut dire que l'armée burkinabé est une armée fragile aujourd'hui. Non, rodée, pas fragile. Mais sauf que à un moment donné, il y a eu un problème de conflit entre les éléments des différentes garnisons. Oui. Donc il y a déjà cette méfiance, défection, il y a cette méfiance aussi qui est née parce que par le passé avec le redoutable régiment de la sécurité présidentielle qui faisait des expéditions punitives sur d'autres garnisons, ça a créé vraiment un climat de désamour, de désaffection entre les officiers. Et ça aussi, ça peut être source d'insécurité pour Ouaga. Oui, il y a un problème que l'on n'évoque pas, c'est les intérêts français. C'est le fait
de voir les Africains laisser le chant africain aux Français qui tapent sur le nerf de ces fous, de ces sans foi ni loi. Oui, c'est des gens sans foi ni loi. C'est-à-dire, hein, ils ne veulent pas avoir les Français dans tout ça là, dans tout ce qui se passe au Sahel. Ils disent que c'est leur territoire. Alors que eux-mêmes, c'est des gens qui n'ont aucune morale. Ils n'ont aucune morale. C'est-à-dire que c'est des fous. Moi, j'appelle ça des fous. Eux-mêmes, ils s'appellent des fous de Dieu. Ce qui s'est passé en France, c'est le G5 qui a attiré sur ces mouches-là. Le fait de constituer des forces entre pays du Sahel, appuyés par les Occidentaux, c'est ça qui ronge les nerfs de ces gens-là. La preuve, au départ, ils s'attaquaient à des restaurants qui sont plus visités par les Occidentaux. Oui. Ici, c'est le fait de l'immixtion de l'armée burkinabé dans comment vous l'appelez, G5 dans la caution à donner au G5 qui a amené ces mouches-là. Mais il va falloir aller chercher aussi dans le camp de Blaise, parce que les solutions sont là. Parce que les treillis que les gens ont portés, ils l'ont trouvé où? 30 secondes, oui, bien sûr. Les treillis. Le fait, quand vous voyez des gens porter votre treillis qui rentrent dans un camp militaire, vous leur ouvrez vos portes. Sauf qu'ailleurs, dans les pays comme le Vietnam, tout ça là, vous ne rentrez pas comme ça. On fouille tout avant que vous ne rentrez. Sauf qu'ils ont eu trop fait confiance à ces gens-là. Voilà que pour la première fois, ils ont utilisé la méthode d'explosion des véhicules. Oui. Comme ça se passe en Afghanistan et en Somalie et comme ça. Oui, bien sûr. Messieurs, merci beaucoup. Je crois qu'il faut... Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardiens. Merci Ambroise. Merci à Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. Fioklo Danglonou, qui est le patron du journal Enquêteur. Merci à vous de nous avoir suivis. Jack Prosper est à la coordination. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.